Ça, c'est nous. Tous les jours, nous nous levons pour aller travailler. Nous sortons faire des choses, voir nos amis. Nous vivons, que nous habitions la ville, la campagne, que nous soyons en Chine, au Brésil ou en Europe. Nous arpentons les routes tracées par nos anciens depuis parfois plusieurs milliers d'années. Nous marchons les mêmes montagnes, sillonnons les mêmes vallées, les mêmes rivières. Même quand nous avons cru découvrir de nouvelles contrées, elles étaient déjà arpentées par d'autres semblables, qui eux aussi bâtissaient des civilisations. Parmi nous, certains ne mettront jamais les pieds en Amérique ou en Asie. Et pourtant, nous partageons tous quelque chose de semblable. Nous sommes tous ici, sur Terre, malgré toutes les guerres, toutes les cultures, toutes les langues, toutes les traditions, toutes les croyances. Nous sommes soumis aux mêmes lois physiques. Nous respirons le même oxygène et nous sommes cloués sur le plancher des vaches, sur la croûte externe d'un gigantesque caillou qu'on appelle la Terre. Même lorsque l'on flotte sur l'eau, que l'on vole en avion, nous demeurons, inévitablement, attirés par le bas vers la Terre. Chaque être humain qui lâchera par inadvertance son téléphone, sa tasse de thé, chaque sportif qui lancera sa balle de foot ou de tennis, chaque objet posé sur une étagère, chaque vélo, train, voiture, cheval dans ce monde, tout est et a toujours été attiré vers le bas. C'est tellement évident que c'en est même ridicule de le souligner. Pourtant, il existe un endroit bien plus vaste que le nôtre, où les choses sont bien différentes, où le soleil qui se lève le matin n'est pas jaune, où le ciel qui l'accueille n'est pas bleu. À l'heure du confinement, je vous propose de plonger avec moi dans une aventure aussi poétique que vertigineuse, histoire de s'évader quelques instants. Nous sommes quelque part en France, sur une route des plus normales, à quelques dizaines de mètres du niveau de la mer. Nous allons prendre un peu de hauteur pour voir comme un oiseau. Nous sommes à 150 mètres d'altitude. Le paysage nous est encore familier. L'air reste amplement respirable. Mais grâce à des instruments plus adéquats, nous allons pouvoir monter encore plus haut. Nous avons lancé un ballon en Île-de-France et après plus d'une heure, nous atteignons la hauteur de 30 km d'altitude, 3 fois plus haut que les avions de ligne. C'est la plus haute distance que j'ai pu atteindre avec les moyens techniques actuels. Plusieurs choses intéressantes se dessinent déjà. Ici, on peut voir le bras ferroviaire de la ligne D, avec les carrières de sable de Metz. Les GoPro ont un grand angle qui donne un effet fisheye ou arrondi. Mais si nous plaçons la courbure de l'horizon au milieu horizontal de l'écran, l'effet disparaît. Pourtant, l'horizon est toujours courbé. Nous venons simplement d'observer et de prouver la courbure de la Terre par nos propres moyens. Ce que nous voyons là, c'est la Manche. Et si l'on change les couleurs, on aperçoit très légèrement les côtes de la Grande-Bretagne. La suite va se passer à bord de notre vaisseau spatial imaginaire. Nous continuons à 30 km d'altitude, à nous élever dans le ciel à la vitesse d'1 km par seconde. Chères voyageuses et voyageurs, afin de ne pas nous ennuyer, je vous propose de passer à 100 km par seconde. À 100 km par seconde, Paris-Bordeaux s'effectue en 4 secondes et demie. Et Paris-Marseille en un peu moins de 10 secondes. Nous accélérons maintenant à 1000 km par seconde. Nous allons encore augmenter la vitesse et passer à 0,003% de la vitesse de la lumière.
Nous sommes désormais à une célérité par seconde, la célérité étant la vitesse de la lumière. Nous sommes maintenant à 10 fois la vitesse de la lumière. La Lune vient seulement d'apparaître dans notre champ de vision. Songez au fait que la Lune avec le Soleil sont les deux seules choses que les 107 milliards d'êtres humains qui ont vu le jour ont partagées. En effet, on entend souvent que Jules César est venu par ici ou que Gengis Khan a emprunté cette route. Mais tous les humains ont contemplé au moins une fois la Lune et le Soleil dans leur vie. Les étoiles, elles, changent de position en fonction du temps et de la géographie. Poser les yeux sur le Soleil et la Lune, c'est croiser le passage de toute l'humanité. Je vais encore augmenter ma vitesse à 100 fois celle de la lumière. La Terre n'est plus qu'un minuscule point lumineux. Et Mercure, Vénus et Mars commencent à apparaître. Nous passons la vitesse à une unité astronomique. Une unité astronomique équivaut à la distance Terre-Soleil, soit 150 millions de kilomètres. Et du coup, là, 150 millions de kilomètres par seconde. À 150 millions de kilomètres, la lumière nous met 8 minutes à parvenir du Soleil. Nous sommes à 40 unités astronomiques. Et si nous zoomons, on aperçoit un point bleu pâle. Carl Sagan est un scientifique et astronome américain. En 1990, c'est lui-même qui avait demandé à la NASA de braquer la sonde Voyager 1 en direction de la Terre pour prendre une photo depuis la limite des confins de notre système solaire connu. Cette image est la plus lointaine image de la Terre que nous possédons. Elle a été prise à 40 unités astronomiques, soit l'équivalent de 6 milliards de kilomètres. Carl Sagan l'a appelée « réflexion sur un grain de poussière », aussi connue sous le nom de « un point bleu pâle ». Dans les années qui suivirent, Carl Sagan a écrit un livre où il revient sur cette photo. Il dit « Regardez encore ce point. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur d'indistincts habitants d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes, nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question par ce point de lumière bleu pâle. Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter ? Oui. S'installer ? Pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous n'ayons jamais connue. Vous voyez les deux petites orbites vertes très proches du Soleil et encerclées par l'orbite turquoise ? C'est la Terre et Mars. Ça veut dire qu'on ne voit même pas les orbites de Mercure et Vénus.
L'orbite verte la plus éloignée est celle de Neptune. Nous allons continuer le voyage à 100 unités astronomiques par seconde. Les orbites vertes sont celles des planètes. Les orbites turquoises sont les orbites des planètes naines. L'orbite turquoise la plus éloignée est celle d'Eris, une planète naine plus petite et plus massive que Pluton. Nous sommes à 1000 unités astronomiques par seconde. Nous sommes sortis du système solaire. Alors que nous reculons toujours, le système solaire semble rester fixe. Les étoiles derrière semblent accrochées comme les peintures au plafond d'une église. Tout en continuant notre marche arrière, nous nous décalons sur les côtés, histoire d'estimer la distance qui nous sépare du Soleil. Je passe à 0,10 fois une année-lumière par seconde. Rien ne bouge encore. C'est Proxima du Centaure, situé à 4 années-lumière du Soleil. Cela veut dire que la lumière, qui voyage quand même à 300 km/s, qui est émise par Proxima du Centaure, met 4 ans à nous parvenir. Du coup, quand on la regarde sur Terre, on la voit comme elle était il y a 4 ans. Parce que regarder les étoiles, c'est regarder dans le passé. Je vais passer à 10 années-lumière par seconde. Et là, la magie opère. Les étoiles commencent à se déplacer. Le système solaire n'est plus qu'une perle dans un collier, et bientôt, il ne sera qu'un grain de sable sur une plage. Nous passons à 1000 unités astronomiques par seconde. Le système solaire est définitivement perdu. En regardant autour, on commence à réaliser l'infinité de l'espace. J'accélère encore. Je suis à 1 million d'années-lumière par seconde. Et voici notre galaxie, la Voie lactée, une galaxie en forme de spirale. Et si nous nous éloignons encore, d'autres points commencent à apparaître. Il s'agit d'autres galaxies. Notre planète se trouve quelque part autour de la Croix, en banlieue éloignée de notre galaxie. Nous sommes à 100 millions d'années-lumière par seconde. Les galaxies prennent vie. Autant vous dire qu'à la ridicule vitesse de la lumière, l'espace aurait été une scène figée. Tous ces points sont des galaxies qui abritent des étoiles autour desquelles orbitent des planètes sur lesquelles peut-être la vie est abritée. Nous allons accélérer jusqu'à n'en plus pouvoir, à 326 millions d'années-lumière par seconde. Avec l'interface, ce sera plus simple. Nous allons voir une galaxie quelconque. De là, nous allons rentrer dedans et visiter une étoile totalement au hasard. Maintenant, nous allons nous mettre en orbite autour d'une planète. Nous avons pris une galaxie aléatoire, puis une étoile au hasard, et enfin une planète quelconque. L'humanité recense aujourd'hui 2000 milliards de galaxies, chacune composée en moyenne de 100 milliards d'étoiles. Mais c'est impossible de dire combien de planètes existent-ils dans notre galaxie. Premièrement, parce qu'il y a des étoiles sans planète. Deuxièmement, comment divise-t-on quand une planète tourne autour de 2 étoiles à la fois ? Ici, on pourrait croire qu'il s'agit d'un système solaire. Pourtant, ce n'est qu'une planète, composée de ses 94 satellites. L'étoile se trouve là-bas. Ici, nous avons un amas d'étoiles. Il y a peut-être un trou noir au centre. Ces étoiles émanent probablement toutes de l'explosion d'une supernova. Nous allons rentrer à travers celui-là.
À l'intérieur, c'est un véritable billard cosmique. Les étoiles se créent et se détruisent si fréquemment que l'existence de planètes est rendue très difficile. Voici un système avec 2 étoiles. Mais lorsque l'on s'approche d'une étoile, on s'aperçoit qu'elles sont en fait 3. Et si l'on zoome encore, l'une d'elles est en fait 2 étoiles. Et l'autre cache aussi 2 étoiles. Et l'une des deux a même une planète. C'est donc un système solaire à 5 étoiles. D'ailleurs, la plupart des systèmes solaires sont composés de 2 étoiles ou plus. Les systèmes à 1 étoile sont plus rares. Ici, on a une planète avec une rotation particulière. Son mouvement est asynchrone. Ça veut dire qu'elle subit un verrouillage gravitationnel. Ça veut dire qu'elle tourne aussi vite sur elle-même qu'elle tourne autour de son étoile. Ça veut dire qu'elle montre toujours la même face à son étoile. Il y a donc une partie brûlante et une partie glacée toujours dans le noir. Et entre les deux, il y a une zone constamment en lever ou en coucher de soleil. La Lune est verrouillée gravitationnellement avec la Terre. Cela fait des millions d'années que l'homme l'observe, mais cela ne fait qu'un demi-siècle que nos satellites nous ont rapporté des images de sa face cachée. C'est là qu'on réalise à quel point nous avons rendu unique la surface de notre planète.
Voici Oumuamua, un croiseur interstellaire de 200 mètres de long qui a passé notre système solaire en 2017. Et voici un système solaire avec une certaine particularité. Nous reviendrons sur ces monstres plus tard. En attendant, nous allons évoquer ce qui nous est directement visible la nuit, les constellations. D'ailleurs, petite anecdote, si vous voulez vous orienter la nuit, il faut trouver le nord. Pour le trouver, il faut d'abord voir la Grande Ourse. C'est plutôt simple. C'est l'une des constellations les plus brillantes et elle ressemble à une casserole. Vous prenez les 2 dernières étoiles de la poile et vous prolongez cette distance en la multipliant par 4 ou 5. De là, on tombe sur une autre étoile. Il s'agit de l'étoile polaire. C'est elle qui indique le nord. Maintenant, nous allons prendre beaucoup de vitesse très rapidement en affichant les constellations. Pour rappel, les traits relient les étoiles d'une même constellation ensemble. Nous remarquons que les étoiles que nous voyons tous les soirs occupent à peine 10% de la Voie lactée. Alors en naviguant un peu au hasard, je me suis perdu, mais probablement pas très loin de la Terre puisque je suis tombé sur une forme familière. Il s'agit de la constellation d'Orion. Nous pouvons remarquer une tache rose. Nous allons nous en rapprocher. Il s'agit d'une nébuleuse. Une nébuleuse est un énorme amas de gaz souvent lié à l'explosion d'une supernova. Une supernova se définit comme un ensemble d'événements où l'étoile en fin de vie commence par se contracter sur elle-même, puis dans une explosion aussi titanesque que brève, libère une quantité de matière et de lumière inimaginable. Ce sont les phénomènes les plus puissants observés dans l'univers. Cette nébuleuse s'appelle la tête de cheval. Voici les piliers de la création. La véritable photo a été prise en 1995. La photo s'appelle ainsi parce que dans les piliers, nos télescopes ont pu observer des dizaines de proto-étoiles, des étoiles en formation. En effet, sous l'impulsion de la gravité, le gaz a tendance à se compacter pour former des astres. Si nous y avons découvert des dizaines de systèmes en formation, cela veut dire que notre système solaire, à nous, pourrait y rentrer aisément plus de 10 fois entièrement, sans sortir du gaz des 3 colonnes. Je vous laisse imaginer la taille totale de cette nébuleuse, appelée la nébuleuse de l'Aigle, étant située à 5600 années-lumière. Il est fort probable aujourd'hui que les piliers aient disparu. Parce que oui, si un objet est situé à 5000 années-lumière, cela veut dire que la lumière met 5000 ans à nous parvenir. Donc nous voyons les piliers tels qu'ils étaient il y a 5600 ans. Je l'ai déjà dit, regarder les étoiles, c'est regarder dans le passé.
Voici la nébuleuse du Crabe. La supernova a explosé en 1054. Ma Duanlin écrit dans l'encyclopédie du Wengxian Tongkao, une étoile invitée est apparue au sud-est de Tiangyuan, peut-être à plusieurs pouces de distance. Après plus d'une année, elle s'est dispersée et a disparu. Ce n'est pas dit ici, mais sûrement implicite pour l'époque, mais cette étoile restait visible même en plein jour. Personnellement, mes préférées sont les nébuleuses sombres et opaques. Parce que ce n'est qu'en rentrant dedans que l'on voit la couleur du gaz. Imaginez s'il existait une forme de vie développée à la surface d'une de ces planètes. Si l'atmosphère n'était pas trop épaisse, voilà ce qu'il pourrait contempler la nuit. Et si une forme de vie intelligente n'avait pas de spectroscopie évoluée, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient ni les infrarouges ni les ondes radio, alors leur limite de l'univers se limiterait à l'intérieur de leur nuage. Voici ma préférée, pas opaque, mais pas translucide, faisant contraste avec le fond de l'univers. Et ça marche aussi avec les galaxies. Certaines galaxies bien plus petites n'ont pas une forme de spirale.
À présent, partons d'une galaxie quelconque. C'est une galaxie ellipsoïdale, donc en forme d'ellipse. Lorsque nous reculons d'une échelle, nous pouvons voir l'amas de galaxies. Avec d'autres amas de galaxies locaux, ils forment un super amas de galaxies, qui lui peut regrouper plusieurs milliers de galaxies. Dans un super amas, les galaxies gravitent autour d'un épicentre plus ou moins localisé avec les masses de tous les amas de galaxies. Si l'on prend encore du recul, voici l'univers. On serait tenté de croire que ceci est une carte exhaustive de l'univers. Mais si nous décidons de nous rendre sur une galaxie en périphérie, d'autres apparaissent à nouveau. Et ceci est reproductible des milliers de fois. Car aujourd'hui, nous avons bien photographié le fond de l'univers. Mais c'est le fond d'il y a 13,8 milliards d'années. L'univers étant en expansion, en réalité, nous ne savons pas où se dressent ses limites, ni même s'il en a. Est-ce que lorsqu'on arrive au bout de l'univers, on tombe sur un mur et on ne peut pas sortir ? Est-ce que le fait d'aller au-delà, disons dans le vide noir, agrandit tout simplement l'univers, nous-mêmes étant constitués de matière et soumis à l'espace-temps ? Ou est-ce que l'on reboucle de l'autre côté de l'univers comme si nous avions fait le tour d'une planète ? Cette solution me paraît harmonieuse. Mais pourtant, lorsque l'univers n'était pas plus gros qu'une tête d'épingle, y aurait-il pu avoir un effet kaléidoscope où l'on revoit en boucle la même étendue ? Est-ce que, si j'avais tendu mon bras devant moi, je n'aurais pas senti quelqu'un derrière moi me toucher l'épaule ? Personne n'a la réponse. En se rapprochant quelque peu et en parcourant lentement l'univers, on se rend compte que les galaxies forment une structure filamenteuse, espacée par de grands vides. Cela ressemble aux écailles d'une tortue ou à la surface d'un ballon de foot. Nous avons dit tout à l'heure que l'univers était en expansion. Mais la gravité est plus forte que cette expansion, ce qui fait que les galaxies restent proches les unes des autres. Du moins pour l'instant. L'expansion de l'univers n'est visible que dans ces grands vides. Et c'est vertigineux. Car plus ces zones de vide sont grandes, plus l'expansion de l'univers est rapide. Toutes les grandes structures s'éloignent les unes des autres. Et il adviendra un jour où cette énergie sera tellement forte que les galaxies elles-mêmes finiront par s'éloigner, par se déchirer, les étoiles devenant alors solitaires. Isolées, les étoiles ne s'entrechoqueront plus et finiront par mourir les unes après les autres, une fois tout leur carburant épuisé, laissant l'univers dans une obscurité glaciale. Cela est prévu pour dans 20 milliards d'années. Les planètes se désorbiteront de leur étoile, puis la matière finira par se déchirer. Cela est prévu dans plusieurs centaines de milliards d'années. C'est en tout cas ce que prédisent nos modèles physiques. Ici, nous avons accéléré le temps. Les étoiles sont en rotation autour d'une étoile centrale, plus lumineuse et probablement plus massive. Nous allons nous en rapprocher pour voir de quoi il s'agit. Ceci est le trou noir du centre de notre galaxie, Sagittarius A star. C'est autour de lui qu'orbitent toutes les étoiles de la Voie lactée. La lumière autour est appelée disque d'accrétion. Il s'agit de matière et de lumière piégées autour du trou noir. Les jets de plasma aux extrémités s'étendent sur 400 années-lumière de chaque côté. Pour rappel, la distance entre le Soleil et Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de la nôtre, est de 4 années-lumière. Mais rapprochons-nous encore. Nous allons réduire la luminosité pour en révéler le centre.
Le cercle de lumière que l'on voit au-dessus du trou noir est en réalité ce qu'il se passe derrière. C'est un effet d'optique dû à la déformation de l'espace-temps. Toutes les étoiles qui passent derrière le trou noir semblent passer au-dessus. En réalité, un trou noir est ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire qu'il est tellement petit qu'il n'a pas de dimension spatiale. La boule noire que nous observons, l'ensemble du trou noir, est son horizon d'événements. C'est la limite à partir de laquelle l'attraction gravitationnelle est tellement forte que même la lumière ne peut en échapper. Passer cette limite, c'est prendre un aller simple vers l'obscurité éternelle. Paradoxalement, dans les années 70, l'astrophysicien Stephen Hawking a démontré que ces aspirateurs cosmiques pouvaient disparaître en s'évaporant via des phénomènes quantiques liés aux positions des particules dans l'espace. Nous allons finir par un phénomène encore plus spectaculaire, à retourner le cerveau. Est-ce que vous constatez une anomalie dans le champ de vision ? C'est au centre qu'il faut regarder. Il s'agit d'un trou noir sans disque d'accrétion, ce qui va faciliter nos observations. Rapprochons-nous encore afin de l'étudier. Ce trou noir a un diamètre de 30 km, et pourtant, il est plus dense que la quasi-totalité des étoiles que vous pouvez contempler dans le ciel. Nous allons maintenant frôler le trou noir et voir ce qu'il se passe. Le ciel est devenu bleu un instant. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est le décalage de la fréquence d'une onde observée entre les mesures à l'émission et à la réception. Ici, on parle d'ondes électromagnétiques, de lumière, mais cela s'observe aussi bien avec les ondes sonores sur Terre lorsqu'une voiture de course passe devant nous par exemple. Quand les ondes électromagnétiques sont étirées, elles deviennent rouges. Quand elles sont comprimées, elles deviennent bleues. Étant donné qu'aux abords d'un trou noir, l'espace est très courbé, très comprimé, toutes les longueurs d'onde subissent un décalage vers le bleu. D'ailleurs, c'est grâce au décalage vers le rouge que les astronomes ont compris que l'univers s'agrandissait et que cette expansion s'accélérait. En effet, plus les galaxies observées sont loin, plus elles sont rouges. Cela veut dire que plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. En principe, plus nous sommes soumis à l'espace, plus nous sommes soumis au temps. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes aux abords d'un trou noir, nous verrions toute l'histoire de l'univers s'écouler devant nous. À l'inverse, l'observateur à l'extérieur d'un trou noir nous verrait comme figé à sa surface. Pour finir, chères passagères et chers passagers, je vous propose un bond ultime, une dernière étape dans notre aventure où nous allons prendre un aller simple pour l'intérieur du trou noir. Ce que vous allez observer est une simulation prenant en compte les lois physiques que nous connaissons. Toute personne franchissant ce point de non-retour ne pourra jamais revenir témoigner. D'ailleurs, j'espère que vous avez embrassé vos proches une dernière fois.